Yo la guilde, aujourd'hui on va s'intéresser à un jeu que vous avez été nombreux à me conseiller et que du coup je commence à suivre depuis quelques semaines, Ashes of Creation. Je suis tombé sur la vidéo de Frobey RPG, un nouveau youtubeur qui a fait la vidéo de présentation la plus qualitative que j'ai pu voir à ce jour, et je vais donc vous donner mon point de vue et ressenti vis-à-vis des différents arguments qu'il a exposés dans sa vidéo. Je vous mets bien sûr tous les liens dans la description. Vous l'avez donc compris, c'est un format réaction avec un nouvel exercice pour moi, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous êtes encore 60% à regarder régulièrement mes vidéos, à ne pas encore être abonné. Si vous voulez soutenir la chaîne et flatter l'algorithme de YouTube, eh bien bouton rouge, likez, commentez. Sur ce, c'est parti. Alors, juste avant de lancer la vidéo est intitulée donc Ashes of Creation et faire le MMORPG qui va faire trembler les titans du milieu. Alors, est-ce que on a vraiment besoin d'avoir un nouveau MMORPG qui sort pour faire trembler les titans? Déjà, c'est qui les titans? Alors, peut-être qu'il fait allusion à FF14 et World of Warcraft. Alors, je pense que FF14 est maintenant largement devant World of Warcraft depuis les derniers mois, j'ai envie de dire, parce qu'il y a vraiment un gros drop, que ce soit sur retail, surtout sur retail, parce qu'on a vu les stats de classiques qui sont plutôt corrects en ce moment, qui montent parce que le contenu est en train d'arriver, je pense. Mais ce qui est sûr, c'est que, enfin moi ce que je pense, c'est que le marché attend effectivement, donc quand je dis le marché, c'est le marché du MMORPG, les gens qui aiment ce genre de jeu attendent le prochain carton, le prochain jeu qui va pour moi être le grand remplacement de World of Warcraft, la suite d'un nouveau jeu, ou comme l'arrivée de World of Warcraft quand il était arrivé à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'innovant, c'était quelque chose de nouveau. Et ça a créé une inertie à l'époque assez incroyable, que ce soit sur WoWania à l'époque, puis Burning Crusade, puis Wutelka. Après, ça s'est calmé, voire redescendu. Mais c'est ce genre de jeu que potentiellement beaucoup de gens attendent. C'est vraiment un nouveau, comme ça, un éléphant qui va arriver dans la salle et qui va prendre toute la place. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est à travers cette vidéo, si déjà Ashes of Creation a le potentiel d'être cet éléphant. Bien que New World est un MMORPG très attendu en France et partout dans le monde, j'ai personnellement mes yeux rivés sur un autre MMORPG qui m'a l'air bien plus prometteur. Alors déjà, je m'arrête là-dessus. Il a parfaitement raison, donc c'est vrai que la hype actuellement est plus orientée sur New World, c'est normal, il va sortir New World dans quelques jours, je crois que c'est pas la semaine prochaine, quelque chose comme ça. Donc du coup, il a parfaitement raison de dire ça. Actuellement, on va dire les yeux sont tournés vers New World, il y a eu la bêta qui est arrivée, l'alpha, bêta, enfin tout est passé là. Et on a le jeu qui va sortir, qui a été repoussé 3 fois déjà, je crois. Moi, si je peux vous résumer mon avis sur New World, si vous n'avez pas vu ma vidéo dessus, dans les grandes lignes, donc il n'y a pas d'abonnement mensuel, hein, c'est à peu près 40 € je crois pour y jouer. Ça vaut son prix, c'est un très bon jeu pour son prix, il y a beaucoup de choses à faire, ça va vous occuper un petit moment. Mais pour moi, dans New World, il y a beaucoup de faiblesses, notamment au niveau du PVP, le système de combat, le gameplay en fait, et la personnalisation des personnages. Je la trouve un petit peu limitée. Alors vous allez me dire, oui, mais on peut jouer n'importe quelle classe, n'importe quel spell et tout. Oui, mais c'est justement ça en fait, le fait que tout le monde puisse tout jouer, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. Et vous allez le voir par rapport aux différents arguments qui sont avancés sur le gameplay et la personnalisation de son propre gameplay sur Ashes of Creation, c'est assez intéressant, entre autres. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont aussi très intéressantes dans le jeu, comme vous allez le voir. Mais je trouve ça logique en tout cas qu'il parle de New World dans sa vidéo, parce que quand je regarde le level design, quand je regarde la manière dont visuellement en tout cas le jeu est fait et certaines mécaniques de jeu, c'est vrai que ça me fait penser aussi un peu à New World. Son gameplay très poussé et bien réfléchi, mais aussi par l'équipe de développement qui est derrière ce projet. Si l'on regarde la fréquence de recherche sur Google, on voit bien que généralement New World est bien plus populaire. Bon, ça c'est complètement normal, le jeu est bien plus avancé. Là on voit les pics sont probablement les sorties alpha ou bêta. Et puis là ça monte parce qu'il y a la bêta qui est en train d'arriver, il y a le jeu qui a bientôt commencé, donc c'est complètement logique. Mon travail aujourd'hui est de vous faire découvrir ce MMORPG Ashes of Creation qui, à mon avis, va révolutionner le genre. Dans cette vidéo, nous parlerons d'abord de l'origine d'Ashes of Creation, quel genre d'MMORPG vous pouvez vous attendre, son système de core qui le démarque de tous les autres MMO, de l'exploration, de la progression des personnages, du PvE, du PvP, de l'artisanat, de l'économie qui est un pilier du jeu, l'aspect social et on terminera enfin par une conclusion. Pfiou, ça en fait des choses, mais c'est pour ça que le jeu est captivant. Le fondateur du projet d'Ashes of Creation, Steven Sharif, est avant tout un passionné des MMORPG qui a commencé à jouer à MMORPG depuis qu'il avait 7 ans. Et il sentait que ce type de jeu vidéo perdait de plus en plus sa place dû au manque d'ambition derrière les éditeurs de MMORPG. Avec son équipe proche, il crée un Kickstarter il y a 3 ans qui a levé plus de 3 millions de dollars de fonds. Ajouté aux fonds propres qu'il a investis lui-même et d'autres fonds privés, ils sont arrivés à lever une belle somme de 30 millions de dollars pour son projet ambitieux d'MMORPG.
Cette ambition, c'est de créer un MMORPG par des passionnés, pour des passionnés, et surtout pas pour des actionnaires. Au moment... Vous la sentez la petite pique à Activision Blizzard, hein, évidemment. Je suppose que c'est tourné dans cette direction. À mon avis, c'est quelqu'un qui a joué ou qui joue à World of Warcraft également. Quand je tourne la vidéo, le jeu est en phase alpha, avec un... Et normalement, on a passé ça au jour où je fais la vidéo, parce que ça, c'est une vidéo qui date un petit peu. Ça a été fait, donc c'est pas coché, parce que la vidéo était avant, donc ça a été fait. Il y a encore l'Alpha 1, encore une date a été annoncée, donc peut-être septembre, octobre, plutôt octobre-novembre à ce niveau-là. Et ensuite, le début de l'Alpha 2, donc une persistance alpha qui va durer probablement un bon petit moment, à partir probablement de l'année prochaine. Et après, la bêta 1, bêta 2. Donc, par rapport au planning déjà, ça m'étonnerait que ça sorte déjà en 2022, donc probablement une date pour 2023 sur la sortie de ce jeu. Donc on a quand même bien le temps de voir venir. D'ailleurs, ça pourrait correspondre potentiellement à la fin ou le milieu de Wotelka classique. C'est avant la sortie officielle, mais on peut espérer avoir une bêta un peu plus ouverte au public pendant l'année 2022. Au passage, les bêtas ne sont plus sous NDA, donc ça veut dire que, en gros, vous pouvez commencer à avoir des gens qui font des tests, des vidéos, de la découverte des instances, etc. en avance. C'est une stratégie qu'on pourrait appeler des stratégies pour faire de la com à pas cher. Je pense qu'on pourrait faire une vidéo complètement dédiée à ça, mais mon avis là-dessus, c'est que c'est bien pour faire de la pub sur le jeu, mais en même temps, on perd tout l'aspect découverte. C'est quelque chose qui marchait très très bien sur WoW quand on n'était que sur des bêtas fermées, et du coup, quand on arrivait sur le jeu, personne ne connaissait rien, et c'était full découverte, il fallait découvrir en temps réel les stratégies sur les boss, etc. Et je trouve que ça laissait beaucoup plus de place à la créativité, et à ceux qui avaient... pas forcément eu la chance de tester la bêta ou le temps de tester la bêta, d'être les premiers, et puis tous les autres de copier tout simplement les découvertes des premiers. Donc moi je trouve que c'est un peu à double tranchant de faire des trucs ouverts. Après ça leur permet, comme c'est un jeu qui est crowdfunded, donc avec des Kickstarter et des financements comme ça par des personnes, forcément ils n'ont pas les mêmes moyens que certaines entreprises. Donc je comprends la nécessité pour eux de faire de la pub à pas cher, mais c'est vrai que je pense, à mon avis, le vrai succès aussi d'un MMORPG, c'est qu'on soit vraiment dans la full découverte au moment où ça sort. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai l'impression que donc Riot, je ferai aussi une vidéo là-dessus, est en train de développer son propre MMORPG. Ils sont extrêmement discrets là-dessus, alors que le jeu est en développement depuis des années. Et pour l'instant, on a très 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 peu d'infos, voire aucune information sur le jeu, alors que je soupçonne qu'il soit déjà bien avancé. Et alors, qu'est-ce que Ashes of Creation? C'est un mix entre Sandbox et Park Theme MMORPG où il y aura beaucoup à construire et qui met l'accent sur une expérience PvE et PvP exceptionnelle. Il n'y aura aucun système pay to win et les seules microtransactions possibles seront pour des objets purement cosmétiques sans aucun effet bénéfique. Le business model d'AOC se repose principalement donc sur l'abonnement mensuel prévu pour le moment à 15$ par mois. Ces 15$ nous permettront d'ouvrir les... Alors, je reviens juste sur le CM, il n'y aura aucun truc pay to win. Alors encore une fois, c'est ce qui est annoncé lors de la sortie du jeu, donc ça c'est très très bien. Il y a un abonnement mensuel, donc c'est le business model de World of Warcraft. World of Warcraft par exemple est-il pay to win? Sur le papier non, sur le papier WoW n'est pas pay to win, mais avec l'introduction du boost des tokens et le fait qu'il y ait énormément de boosting dans le jeu, par exemple sur Retail, donc je sais pas, vous vous connectez sur Retail, vous avez des annonces constamment pour du boost mythique, pour du boost instance, pour du boost arène, pour du boost que vous voulez. Du coup, avec l'achat de tokens, vous pouvez acheter des gold et acheter quasiment n'importe quoi en boost dans le jeu. Donc, est-ce que WoW est pay to win? En fait, indirectement, il peut l'être. Maintenant, il faut faire attention qu'on ne parte pas dans ce genre de dérive-là. C'est toujours le combat un petit peu contre les bots, etc. C'est un petit peu le farming de gold et tout. Je pense que ça va être une part importante pour le futur des MMORPG. Mais en tout cas, déjà qu'ils posent comme base un abonnement et qu'ils le précisent clairement qu'ils sont que dans le cosmétique, c'est déjà une très bonne chose. D'ailleurs, New World avait fait l'erreur de dire qu'ils allaient mettre une boutique avec des avantages en jeu, comme par exemple une pierre de foyer, raccourci, du fast travel et compagnie, des avantages, tout simplement payants. Ça a été très 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 mal reçu, ça a fait le bad buzz, ils l'ont tout de suite retiré. Donc clairement, il faut surtout pas refaire l'erreur de New World. Donc c'est une très bonne chose de faire cette annonce. Porte du MMORPG qui fera un mélange créatif du meilleur de chaque MMORPG sorti ces dernières années. À commencer par le système de nodes très poussé qui est la mécanique principale d'Ashes of Creation. Le monde de Vera, qui est le nom du monde du jeu, sera divisé en 103 différentes zones à sa sortie
qui sont appelés des nodes. Pour faire simple, ces nodes peuvent évoluer en fonction de l'activité des joueurs autour. Par exemple, si les joueurs tuent des monstres, récoltent des ressources ou font des quêtes dans une zone, alors la node associée va recevoir de l'expérience et évoluer vers le niveau supérieur. Que se passe-t-il une fois que le node monte d'un niveau? Eh bien la node passe d'une terre sauvage à un carrefour pour un niveau 1, avec des nouvelles quêtes, puis elle peut passer aussi au niveau 2 à un campement, puis à un village, puis à une petite ville, puis à une grande ville, et finalement la node peut évoluer jusqu'au stade de métropole. Mais alors, est-ce que le jeu sera infini une fois que toutes les nodes atteindront le niveau 6, c'est-à-dire que toutes les nodes passeront au stade de métropole? Eh bien non, car ce ne sera physiquement pas possible. En effet, construire une métropole sera au détriment des autres nodes car chaque node aura une zone d'influence. Dans l'exemple qui est affiché, la métropole en rouge empêche les autres nodes de passer au niveau 6. Alors ça, personnellement, je trouve ça génial. En fait, je trouve ça assez insane parce que il y a l'air d'avoir beaucoup de nodes, donc beaucoup d'endroits en fait sur lesquels se poser. Et ça peut être hyper sympa, tu vois, genre tu te fais une petite guilde. Alors je sais pas comment fonctionne le système de guilde encore dans le jeu, ou peut-être c'est un autre nom, un peu comme dans New World, mais en gros, si tu te fais un petit groupe, tu vois, comme ça, et que tu vas aller chercher, bon, tiens, il y a un endroit sympa au bord de la plage, on trouve l'endroit stylé, et on va essayer de le développer. Tu vois, t'as vraiment l'impression de construire quelque chose et de développer quelque chose avec tes potes, et ça peut être assez stylé, en fait. Je trouve le concept assez stylé, et que t'auras pas forcément envie, tu vois, de faire la méga ville et compagnie, que t'as juste envie de te faire ton petit village, ton petit coin dans la map qui sera ton petit chez toi, tu vois. Donc ça peut être assez sympa, assez stylé. Et certains nodes ne peuvent même pas passer au-dessus du niveau 3. Le seul moyen pour enlever cette restriction est de détruire physiquement la métropole et la faire passer au niveau 0. Oui, vous avez bien entendu, on parlera un peu plus tard sur le chapitre du PVP, vous allez voir, c'est plutôt épique. Vous avez compris maintenant comment améliorer. Alors on reviendra quand il parlera du PVP, parce que j'ai pas encore absolument tout regardé. Euh, je sais pas comment ça va se passer, mais j'espère que tu vois, ce sera pas genre on peut se faire attaquer sa ville pendant qu'on dort, et du coup, si on n'est pas là, on se fait détruire sa ville, tu te réveilles le matin, t'as plus rien. Donc, faut voir quelles sont les conditions d'une bataille et comment ça va se passer, comment c'est réglementé. Node, mais au final, quelles sont les récompenses mises à part les quêtes exclusives, les PNJ exclusifs, les événements exclusifs, les magasins exclusifs, les donjons exclusifs, les world boss exclusifs, des routes commerciales exclusives, des bonus exclusifs? Je crois que j'ai rien loupé ici. Cette mécanique unique autour des nodes permet finalement d'avoir un jeu avec une histoire complètement différente entre chaque serveur. Qui sait, nous aurons peut-être un serveur qui aura beaucoup investi dans des mines et aura des événements autour des volcans et des dragons, tandis qu'un autre serveur sera plutôt un remake des Pirates des Caraïbes avec toutes les métropoles proches de la mer. Alors là, ça me fait énormément penser à New World. C'est-à-dire qu'un jeu où il n'y a pas de lore, alors peut-être qu'il y a un lore, hein, j'en sais rien. Pour l'instant, il n'a pas parlé de lore véritablement. Est-ce qu'il y a un chapitre sur les lores? J'ai pas l'impression, je sais pas s'il y a du lore, on va voir. Après, il y a le social IRP, peut-être qu'il y aura un truc, mais New World, il n'y a pas de lore. New World, c'est en gros, voilà, le concept du jeu, c'est vous êtes dans un truc, c'est vous qui créez votre histoire avec les gardes de faction. En gros, c'est ça. Là, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est aux joueurs un petit peu de modifier le terrain, terraformer les villes et tout, et créer leur propre lore, leur propre histoire, les guerres, les petites guerres, etc., qui vont se créer, les interactions entre les différents joueurs qui vont modéliser un petit peu l'histoire. Et ça, en termes de endgame, en termes d'histoire, etc., est-ce que c'est suffisant pour accrocher les joueurs? Je pense que oui, mais il faut quand même qu'il y ait du contenu HL, et c'est la plus grosse erreur qu'on a très souvent sur les nouveaux MMORPG. C'était ce qui a fait repousser New World également plusieurs fois, c'est le manque de contenu HL. Et c'est souvent le cas quand c'est du contenu dynamique, donc qui va évoluer en fait avec ce que font les joueurs, etc. Donc parce qu'on veut essayer de faire quelque chose de dynamique, mais du coup ça rend le endgame extrêmement compliqué à développer pour faire quelque chose qui tient la route sur le long terme. Donc on verra, pour l'instant on n'a pas encore eu, enfin on verra ce qu'il dit sur le PvE, mais ça peut être du coup une faiblesse pour le jeu. Ajoute à cela une fonctionnalité vraiment bien pensée, l'architecture de la ville créée dans la node sera aux couleurs de la race qui aura le plus contribué en termes d'XP. Donc si par exemple des elfes décident de construire une cité elfique, il faudra qu'ils travaillent ensemble pour la faire grandir à travers des quêtes, les métiers et les chasses aux monstres. Chaque node sera spéciale et il y aura 4 types de nodes. Les nodes religieuses, les nodes militaires, les nodes économiques et les nodes scientifiques. Chaque type aura ses propres avantages avec des bâtiments différents. Par exemple, Je voulais revenir aussi sur les nodes par race, je trouve ça assez stylé en fait qu'on ait des thèmes comme ça fait que tu as des îles elfes et tout, je trouve ça très très RP. Et du coup, ça peut être assez stylé, tu vois, tu vas dans une ville des elfes pour chercher des trucs, donc tu vas croiser que des elfes. En termes de RP, en tout cas, c'est vraiment, il y a un gros potentiel pour moi quand tu as ce genre
de communautés qui vont se créer, communauté des elfes, communauté des humains, etc. Ça me fait beaucoup penser au Seigneur des Anneaux, quand on va aller dans la ville des nains, la ville souterraine, quand on va aller dans la ville des elfes, etc. En termes d'immersion, ça pour le coup, c'est assez stylé. Par exemple, une métropole scientifique pourra créer un bâtiment unique qui permet de vous téléporter vers une node dans sa zone d'influence. Cela paraît banal? Eh bien pas tant que ça, parce que le transport et la téléportation, c'est quelque chose qui sera vraiment limité dans le jeu, et la grande partie du MMORPG se fera via l'exploration à pied. Chaque node aura un maire qui sera un joueur choisi en fonction du type de la node. Par exemple, pour une node militaire, le maire sera choisi après un sanglant battle royal. Pour une node scientifique, c'est la démocratie qui sera appliquée avec des suffrages. Pour la node religieuse, il faudra accomplir le plus de quêtes possible, et pour la node économique, il faudra avoir le plus gros porte-monnaie in-game. Le maire sera réélu chaque mois et aura le pouvoir de décision sur le taux de taxe de la ville et le type de bâtiment à construire. Je crois qu'il y a il y a un système de maire aussi dans New World, mais je crois que c'est un système de vote, je sais pas comment ça marche. C'est original, écoutez, je trouve ça plutôt pas mal ce qu'ils ont fait. Dans la ville. L'univers est grand. Pour vous donner un ordre de grandeur, le fondateur a dit qu'il faudra plusieurs heures pour faire le trajet à pied d'une extrémité de Vera jusqu'à l'autre. Et c'est pour cette raison qu'Intrepid Studio investit dans la beauté du jeu et sur la diversité des zones. On trouvera sur la terre de Vera des îles, des océans, des montagnes enneigées, des déserts, des plaines, des marais et tout type d'environnement pour un univers fantastique. Il y aura aussi un monde souterrain qui a... Ça a l'air stylé. Graphiquement parlant, vu comme ça sur les images, ça a l'air joli. Après, c'est des vidéos de présentation, il faut voir ce que ça donne dans le jeu, il faut voir ce que ça donne en termes d'optimisation. C'est bien d'avoir un jeu joli, mais c'est pour jouer avec 20 images par seconde. Bon, voilà. Sur New World, par exemple, le jeu est très joli, mais dès qu'on arrive sur de la bataille 50 contre 50, bah, je me retrouve même avec ma... Bon, j'ai 1080, je sais qu'il y en a beaucoup maintenant qui ont mieux, mais je veux dire, une 1080 Ti, ça reste quand même correct, et je me retrouve à 20-30 images par seconde quand il y a beaucoup de monde affiché. Voilà, faut trouver un bon compromis. Mais c'est vrai que sur les images, ça a l'air quand même plutôt joli, et la diversité des différents biomes a l'air plutôt stylée. agrandir encore plus la superficie de cette MMORPG Open World. Vous aurez une carte du monde, mais la plupart des zones seront cachées jusqu'à ce que vous les exploriez. En plus de cela, certaines zones auront des saisons qui changeront régulièrement, et chaque saison influe sur la faune et la flore. De plus, les saisons peuvent influencer sur des événements, peuvent vous donner des buffs ou des debuffs qu'il faudra forcément prendre en compte lors de votre exploration. Ça, c'est stylé. Le jeu est designé pour qu'il y ait plusieurs façons de progresser dans le jeu afin de plaire à tout type de joueur avec des lignes de progression verticales comme le niveau du joueur ou horizontales comme contribuer à la progression d'une ville dont vous êtes citoyen. La progression la plus évidente est évidemment le combat. Pour le moment, le niveau maximum sera le niveau 50 qui prendra environ 45 jours pour atteindre ce niveau avec une moyenne de 4 à 6 heures de jeu par jour. Waouh! Alors là, niveau leveling, c'est quand même beaucoup. On est sur un équivalent de WoW classique, hein. Et encore, même pas. On est sur un. Non, on n'est même pas sur un. Attends, c'est insane en fait. 4 à 6 heures par jour, 45 jours. En fait, c'est ce que j'avais fait à l'époque sur WoW classique quand j'avais Pex mon rock, j'avais mis à peu près 2 mois. En mode, je connaissais rien au jeu et j'étais nul en fait. Maintenant, je l'ai fait en 15 jours à peu près sur la nouvelle version classique en étant optimisé donjon et compagnie. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, ça peut ne pas être dérangeant quand tu es en phase de découverte, quand c'est très long. Mais là, pour un joueur casual, on parle quand même potentiellement de 6 mois de leveling, quoi. Mais encore une fois, en phase de découverte, ça peut être ok. Cette progression se fera évidemment sous forme de quêtes, de farm de monstres, de donjons, de PVP, mais aussi de craft ou de récolte de ressources. L'idée générale est d'éviter au maximum la répétition pour ne pas rendre le jeu monotone et apporter une expérience nouvelle aux joueurs hardcore comme aux joueurs occasionnels. Ashes of Creation explore vraiment toutes les opportunités possibles pour offrir aux joueurs une sensation de progression même s'ils n'ont pas envie de faire du PvE ou du PvP. Nous retrouvons donc un système de progression autour des métiers, autour de la religion, autour des maîtrises de l'équipement. Par exemple, une maîtrise de la dague peut apporter des debuffs comme du saignement à la cible qui sera bien utile pour les joueurs d'assassins. En parlant de classes, vous commencerez le jeu avec 8 différentes classes principales et la classe que vous choisirez sera définitive. Vous aurez le choix entre le barde, le clerc, le combattant, le mage, l'archer, le voleur, l'invocateur et le tank. Et au niveau 25, vous pourrez choisir une classe secondaire qui celle-là peut être changée par la suite. Et donc, la classe secondaire sera choisie parmi les 8 classes. Voilà. Alors ça, pour moi, c'est le point fort du jeu. Ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément, c'est-à-dire on a un choix assez monstrueux de classes et d'optimisation de classes.
Donc il y a un choix de base, puis après on reprend un choix secondaire, ce qui nous permet d'avoir une customisation assez avancée du personnage. Et ça me plaît énormément, la customisation, parce qu'il y a beaucoup, du coup on peut faire plein de tests, on peut essayer plein de trucs, et ça moi j'adore. De base. Cela pourra donc créer un total de 64 classes différentes, et vous aurez là donc la liberté de créer votre propre style de jeu. A noter que la classe secondaire ne vous permet pas d'accéder à de nouveaux sorts, mais plutôt à améliorer vos propres sorts de base. Par exemple, si vous choisissez la classe Tank comme classe principale, vous avez une compétence qui vous permet de rush vers un ennemi et d'infliger un mini-stun, et aussi de générer de la menace. Si vous lui appliquez le sort téléport de la classe Mage en classe secondaire, alors au lieu de dash vers l'ennemi, vous allez vous téléporter sur lui, qui va raccourcir le délai, et en PvP cela peut être très intéressant. Et à cela, bien évidemment, vous gardez les dégâts que vous infligez et vous générez aussi de la menace si vous faites face à un monstre. Alors effectivement, justement, il parle du PVP et le risque de ce genre de possibilités, c'est d'avoir énormément de classes et de choix et d'amélioration dans tous les sens, etc. Bah, c'est d'avoir après des compétences qui en PVP sont complètement broken, qui sont OP, qui permettent de one-shot les joueurs, etc. Donc j'espère évidemment qu'il y aura un suivi d'équilibrage par la suite, je pense que oui. Mais c'est vrai que c'est très compliqué quand il y a autant de compétences d'équilibrer le jeu. Après, est-ce que avoir un équilibrage parfait dans ce genre de jeu, est-ce que c'est vraiment l'objectif? Je suis pas sûr. C'est pour cette raison que la classe Spell Shield, donc Tank plus Mage, est différente de la classe Spellstone, Mage plus Tank. Là on peut imaginer que la classe Mage plus Tank va plutôt avoir des sorts de Mage très défensifs qui va permettre de tank un minimum. Déjà, je trouve ça original, quoi, de se dire on va faire un mage tank. C'est marrant, quoi, de dire que tu peux faire potentiellement n'importe quel type de classe plus tank, n'importe quel. Enfin, je trouve ça assez sympa. Ok, tout ça c'est bien intéressant, mais qu'en est-il du PvE? Le concret quoi? On a déjà dit que les nodes permettent de débloquer des quêtes et des nouveaux monstres dans sa zone d'influence. Mais ces nodes permettent aussi de débloquer des donjons, des world boss et des événements comme des Monster Coin Events qui vous permettent de vous transformer en monstre et faire des raids. Parlons tout d'abord des world boss. 80% des monstres du jeu seront en open world car les développeurs veulent vraiment mettre l'accent sur l'aspect social et sur l'exploration et le rassemblement pour vaincre des monstres qui menacent l'équilibre d'une ville, mais ils veulent aussi créer des opportunités pour que des guildes s'affrontent afin d'obtenir la priorité sur un world boss. Alors ça, c'est encore une fois, c'est risqué. Bon, vous savez comment ça. Enfin, pour ceux qui jouent à WoW, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette chaîne jouent à WoW, évidemment. Mais pour WoW classique, par exemple, bah, vous connaissez peut-être un petit peu ce qui peut se passer, ce qu'on appelle un peu les mafias, c'est-à-dire bah, des factions qui vont s'organiser, qui vont passer des pactes, des fois secrets ou pas, pour bloquer l'accès à tel ou tel world boss. Moi, ce que j'ai vu sur WoW classique, c'est tout simplement des world boss qui étaient bah, campés en fait par certaines guildes, qui étaient bloqués et pour leur loot, hein, pour le progress PvE, etc. Donc il y avait une logique derrière de maintenir un très haut taux de drop pour sa guilde pour pouvoir être le plus performant possible, ce qui est la meilleure chose à faire hein, quand on veut jouer l'opti, la perfection. Bah, c'est logique de le faire ça, mais du coup, bah, ça bloque en fait certains contenus par rapport à d'autres guildes qui n'y ont pas accès. Donc c'est un petit peu le risque aussi de mettre que des boss open world qui sont accessibles par tout le monde, d'avoir des groupes qui vont s'organiser et des groupes qui sont beaucoup plus présents que d'autres parce que ils ont une guilde, ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont beaucoup plus organisés, ils sont beaucoup plus déterminés, avec beaucoup de gens qui ont des disponibilités en journée parce qu'ils travaillent pas, etc. Et donc du coup, eh bien, avec des boss qui sont campés et pas accessibles aux joueurs un peu plus casuals qui vont se connecter le soir pour jouer quelques heures par exemple. Pour les donjons, ils sont ouverts aux groupes de 8, 16 ou 40 joueurs, et les monstres ne vont pas juste gagner des statistiques si vous êtes plus nombreux, ils vont aussi avoir des compétences différentes et des comportements différents. Si vous connaissez la stratégie par cœur pour un donjon à 8 joueurs, il faudra probablement apprendre une nouvelle stratégie pour le même boss, mais à 40 joueurs. Alors là, ok, mais est-ce que ça donne des loots plus intéressants si t'es 40 ou si t'es 8? Parce que si du coup c'est 10 fois plus difficile quand t'es à 40, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et ce n'est pas tout. La difficulté du donjon peut être plus grande en fonction de la performance de votre groupe dans le donjon. Par exemple, si vous tuez le premier boss très rapidement, alors le deuxième boss pourra avoir une IA différente, plus agressive de ce que vous affrontez d'habitude. Il pourra aussi avoir des compétences différentes. Ce système de donjon adapté à votre groupe permet d'être ouvert aux débutants, mais aussi d'être des véritables défis pour les joueurs les plus hardcore. Bien évidemment, plus la difficulté grandit, plus le boss vous permettra d'obtenir des équipements ou des ressources rares. Ok. Donc effectivement, vu comme ça, c'est intéressant. Donc en gros, si tu es en mode speedrun et que tu défonces le premier boss, qui va être un petit peu le test, hein, ça va être le gear check de ton instance. Donc tu défonces le premier boss et après, le reste de l'instance est boosté en gros par rapport à tes performances. Donc pourquoi pas, ça peut être un concept assez intéressant.
Et il faut que le jeu envahisse la chandelle. Si évidemment ça vaut pas le coup, ça peut valoir le coup du coup de faire n'importe quoi sur le premier boss et de le tuer le plus lentement possible pour avoir des loots très très facilement par la suite. Il faut que les récompenses soient vraiment à la hauteur finalement de la difficulté. Si vous êtes plutôt amateur de PvP et vous espérez que l'aspect PvP est au moins du même niveau que ce qui est prévu pour le PvE, ne vous inquiétez pas car Ashes of Creation prévoit aussi beaucoup de fonctionnalités épiques pour le PvP. Tout d'abord, il y a le système de PvP autour de l'escorte des caravanes. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi, mais les caravanes est une fonctionnalité au cœur de l'économie du jeu. Pour faire simple, ces caravanes appartiennent aux joueurs et transportent leurs marchandises qui peuvent être pillées aussi par d'autres joueurs. Si vous êtes le détenteur de la caravane ou si vous l'escortez, vous allez peut-être choisir les chemins moins empruntés pour éviter que d'autres joueurs puissent vous attaquer, mais si au contraire vous souhaitez empocher quelques ressources sympas, alors vous allez tenter de les attaquer. Attention. Oh my god, ça c'est ça va être c'est la source, c'est la caravane du drama. Ça va être la caravane du drama, je vous le dis direct. Cependant car il y a un système d'anti-griffes pour éviter les abus. En effet, vous avez 3 statuts possibles lorsque vous faites du PvP en open world. Le non-combattant, le combattant et le corrompu. Si un combattant tue un joueur non combattant qui donc ne réplique pas, il devient alors corrompu. Le statut de corrompu est difficile à assumer car il offre beaucoup de pénalités qui peuvent aller jusqu'à la perte d'équipement que vous portez lorsque vous mourrez. Oui, vous êtes tellement méchant que tout le monde peut vous détrousser et de tous vos équipements. Pénalité. Alors, ça en gros, c'est le corrompu, c'est le grade du troll, quoi. C'est le grade du... C'est le mec qui va au Grimard pour dispel des world buffs, tu vois. C'est typiquement ça. En fait, moi, ce que je pense qui risque de se passer, c'est que, alors effectivement, tu peux avoir des grades, on va dire, des pénalités. Mais connaissant les tryharders et du coup je me dis tiens, admettons tu vois tu vas embêter une guilde, toi t'as ta guilde de trolls tu vois où tu veux faire chier les autres, hein, c'est ton objectif dans la vie, hein, on en connaît hein, des comme ça. Donc t'as ta petite guilde de trolls qui s'est montée, bon bah tu fais un deuxième compte hein, tout simplement et tu vas faire la classe la plus OP par exemple en PvP, tu vas chercher des pièces vite fait un peu pourries mais on va dire le minimum syndical et en gros des pièces que si tu les perds tu t'en fous. Et après, tu fais en sorte d'y aller en nombre pour attaquer un convoi. Et si tu as des pertes, c'est pas grave en fait. Donc, je pense que tu peux te permettre, en jouant du double compte comme ça, attaquer des convois sans trop prendre de risques et embêter une autre guilde, etc. Donc, il faut vraiment que comment dire, il faut vraiment que les sanctions soient quand même assez sévères parce que il y aura des abus en fait. Il y aura forcément des abus avec notamment du double compte. Ça existe déjà sur WoW. On connaît, je connais des personnes qui ont 3 4 comptes des fois et qui étaient là toute la journée à sniper pour faire du dispel sur des personnes, etc. Et là, je pense que les enjeux ont l'air beaucoup plus importants que juste embêter quelqu'un à perdre ses world buffs qui vont l'empêcher à faire des logs. Donc là, on parle vraiment de ressources qui potentiellement ont de la valeur dans le jeu et qui ont de la valeur même IRL parce que comme dans tout MMO, et ben à chaque fois qu'on crée une monnaie virtuelle, cette monnaie-là finit par avoir finalement une valeur réelle, même si évidemment souvent la vente de gold va être interdite puisque là on est sur un modèle non pay to win, mais du coup bah, potentiellement il y en a qui peuvent s'amuser à vendre ça derrière contre de l'argent réel. Et du coup, ça veut dire que ces ressources-là peuvent avoir une valeur réelle finalement. Donc c'est pour ça que derrière, il y a des gens qui sont prêts à aller potentiellement très très loin pour récupérer ces ressources, quitte à avoir plusieurs comptes si c'est rentable. Donc le concept des caravanes a l'air assez intéressant en termes de RP, etc. Ça a l'air assez amusant de faire une escorte et tout. Mais encore une fois, ça peut être aussi à double tranchant. Mais ça promet d'être intéressant dans tous les cas. Sur vos sorts et pénalités sur des stades de combat, et donc vous aurez aussi l'impossibilité d'accéder à certains services dans les villes, un peu comme si vous n'avez pas votre passe sanitaire en France en fait. Les sièges de château sont des événements mensuels qui permettent aux guildes de créer un champ de bataille épique avec 250 joueurs de chaque côté. Oui, j'ai bien dit 250 versus 250. Et vous savez quoi? Les développeurs sont en train d'étudier une différente solution pour en faire du 500 versus 500. Alors, moi j'ai rien contre le PVP de masse. Honnêtement, ça peut être stylé. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup dans leur tête ces PVP de masse. Voilà, c'est le Seigneur des Anneaux. Ça rappelle beaucoup de souvenirs, etc. Et il y en a beaucoup qui essaient de pousser dans le PVP de masse. Personnellement, je suis un peu plus hypé par l'opposé, c'est-à-dire les combats, les petites escarmouches à 2 contre 2, 1 contre 1 dans la nature, où tu vas surprendre quelqu'un et tu vas pouvoir l'attaquer, etc. Je préfère ce genre de combat que du PVP de masse.
Surtout que souvent, pour l'instant, je n'ai vu aucun MMO réussir véritablement du PVP de masse, ne serait-ce que par tout simplement le framerate, hein, de jouer dans de bonnes conditions. On l'a vu sur New World, dès qu'on a beaucoup de monde à l'écran, on a des drops de FPS. J'ai posé la question sur le Discord, notamment par rapport au système de ciblage. Comment ça allait se passer? Est-ce que c'était du target lock, c'est-à-dire comme sur WoW, on se prend une cible et on balance nos sorts dessus? Ou est-ce que ça va être comme New World, c'est-à-dire que du skill shot où il faut viser? Et je pense que quand on veut faire du PvP de masse, il faut être sur du target lock, c'est-à-dire vous prenez une cible et vos sorts partent sur cette cible-là, si elle est à portée, etc., comme sur WoW, parce que c'est un peu moins impactant par rapport à votre framerate. C'est-à-dire que si vous avez 40 ou 50 images par seconde sur un combat de masse, vous allez pouvoir, à peu près comme tout le monde, lancer vos sorts sur la cible que vous désirez, pour peu qu'elle soit à portée, etc. Parce que quand c'est du skill shot et vous devez par exemple tirer à l'arc ou lancer une boule de feu sur une cible qui est en mouvement et que vous avez 30 images par seconde, ça risque d'être très compliqué et vous risquez d'être frustré parce que vous allez lancer des sorts en spam et toucher personne en fait tout simplement, et ça peut être assez chiant. Et surtout ceux qui ont un très très bon PC, qui ont un bon taux de rafraîchissement supérieur à 100 par exemple, si vous avez une machine de guerre, vous allez avoir un gros avantage par rapport à ceux qui ont des machines un peu ancienne génération, ils vont tourner à 15 ou 20 images par seconde. Et donc du coup, ce qui m'a été répondu sur le forum, c'est que pour l'instant, Ashes of Creation permettait les deux, c'est-à-dire du target lock, vous allez pouvoir être verrouiller une cible, ou alors pouvoir viser un petit peu là où vous voulez. Donc pour l'instant, il y a les deux possibilités, et je trouve ça plutôt pas mal. En attendant, pour le moment, ce sont 250 joueurs qui vont tenter de prendre possession de l'un des 5 châteaux du jeu, tandis que les autres 250 joueurs vont tenter de prendre possession là, vous allez voir, de l'un des 5 châteaux du voilà, jeu. là, il prend une unité en sélection en fait. Donc là, il est en sélection, il y a la zone de sélection, ça fait penser à WoW, donc il y a bien les deux possibilités de targeting. Tandis que les autres 250 joueurs vont tenter de sauver coûte que coûte. J'imagine très bien des stratagèmes poussés avec la gestion d'une armée de masse, les guerres de position et les stratégistes sur des montures volantes qui sont extrêmement rares dans le jeu, qui donnent des directions tout en ayant une vision entière sur le champ de bataille. Franchement, ça me fait rêver. Le siège de node est un autre format de champ de bataille qui peut aussi avoir une envergure monumentale et changer considérablement l'histoire de Vera, comme pour les sièges de château. Les défenseurs doivent protéger la node pendant 2 heures, au risque de perdre leur ville et une partie de leurs biens stockés dans la ville. Le jeu est designé pour éviter qu'une node soit persécutée chaque jour. Il y aura un intervalle de temps à respecter entre chaque siège qui va de 20 jours pour un village à 50 jours pour une métropole. De plus, lorsque la déclaration de guerre est faite, les assaillants et les défenseurs ont un certain nombre de jours pour se préparer au siège et aussi pour recruter d'autres joueurs. Cela permet d'éviter ainsi les sièges furtifs à 4h du matin quand personne n'est connecté pour défendre la ville. Ça c'est bien. Ashes of Creation pense aussi aux joueurs occasionnels qui n'ont pas le temps d'avoir le niveau maximum ou d'acquérir le meilleur équipement possible. En effet, même ces joueurs-là, ces joueurs occasionnels, peuvent participer à la défense de leur ville en maniant les engins de défense, en réparant les murs et en se rendant utiles de ces manières-là. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'ils n'ont pas parlé de système de scaling qui est présent sur New World. Je déteste ça en fait, les systèmes de scaling, c'est-à-dire que dans un MMO, de vouloir en fait améliorer artificiellement les capacités d'un personnage parce que il est en retard par rapport aux autres, et du coup on lui dit on va te scale, c'est-à-dire on va faire en sorte que ton personnage soit virtuellement plus puissant que ce qu'il est censé être pour que tu puisses quand même pouvoir taper tel ou tel joueur qui est censé être plus fort que toi mais que tu aies quand même ta chance. Pour moi, un MMO, c'est pas ça en fait. Pour moi, si t'es niveau 3 et que t'as rien fait dans le jeu, t'es pas censé pouvoir faire des dégâts à un mec qui est level maximum et qui a un équipement, voilà, il a tryhard, il a fait tous les donjons et tout. Le mec, tu lui tapes dessus, en fait, c'est toi qui meurs en fait. Je veux dire, pour moi, c'est un MMO, tu dois avoir la puissance que tu es censé avoir dans le jeu. Si t'es niveau 3 et que t'as pas d'équipement, tu te fais bolosser par des cochons, et puis c'est comme ça en fait. Donc là, c'est bien, il n'y a pas de système de scaling. Par contre, effectivement, si tu es bas niveau mais que ta ville te fait attaquer, tu peux quand même participer d'une certaine manière, donc c'est une bonne alternative. L'artisanat fait partie intégrante de l'expérience de jeu de Ashes of Creation. En effet, il permet d'accéder à de l'équipement endgame aussi fort que ce que l'on peut dropper de mieux sur les raid boss. Mais il permet aussi de créer des engins de siège puissants pour gagner des champs de bataille PVP et de créer des navires afin d'explorer les océans ou d'envahir d'autres continents. Les métiers sont scindés en 3 catégories: la récolte, le traitement des ressources et le craft. Par exemple, avant de créer une épée de fer, il faudra récolter le fer, le traiter pour créer des lingots de... Alors, juste pour revenir sur les bateaux, je trouve ça assez stylé parce que du coup, si t'as 2 continents, tu dois créer ton propre bateau pour pouvoir débarquer sur l'autre continent et attaquer. Donc, du coup, il pourrait y avoir des guerres en fait de continents. Et ça pourrait être par contre assez stylé à voir. Fer et enfin crafter l'épée avec ses lingots. Pour la récolte, on peut être paysan, pêcheur,
herboriste, bûcheron, mineur et dresseur d'animaux sauvages. Pour le traitement, on trouve principalement l'élevage d'animal et aussi le traitement des minerais. Pour le craft, on peut devenir alchimiste, forgeron d'armure, forgeron d'armes, charpentier pour la décoration des maisons principalement, cuisinier, joaillier, scribe, charpentier de marine, charpentier d'armes de siège. Chaque personnage peut maîtriser seulement qu'une profession. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est très très bien. Alors déjà, il y a plein de professions, ça c'est énorme. Franchement, il y a beaucoup de choix. Beaucoup de choix de la récolte, beaucoup de choix des professions, donc ça c'est super. Et je trouve ça très très bien qu'on doit se spécialiser. Je trouve que ça a vraiment du sens. Comme sur WoW, je trouvais que c'était très intéressant, comme sur Burning Crusade, c'est quelque chose qui s'est perdu un peu avec le temps, mais sur Burning Crusade, on a une vraie spécialisation et on doit faire des choix. Et je trouve que c'est très important de devoir faire des choix. Est-ce que ces métiers apportent aussi des choses au truc? Peut-être qu'il va en parler. Mais je trouve ça bien en fait, que ça crée du social en fait. Quand tu as un métier dans le jeu, je trouve ça hyper valorisant en fait, parce que des gens vont venir vers toi parce que tu as tel métier, et du coup tu as monté ta compétence, et du coup tu peux proposer des choses que certaines personnes ne peuvent pas. Et surtout, c'est un système de nodes où les gens sont répartis à droite à gauche. Dans ta ville, tu vas pas avoir 50 personnes qui font tel ou tel métier en fait. Donc ça va être une plus-value. Peu importe quel métier tu vas prendre, tu vas forcément être utile et intéresser quelqu'un à un moment du jeu, quoi. Il pourra bien évidemment progresser aussi dans les autres professions, mais il n'atteindra jamais le statut de maître dans plusieurs professions. Le but est d'encourager l'entraide entre les joueurs et aussi d'apporter une identité unique à votre personnage. Si vous devenez maître d'une certaine profession, vous pouvez être certain que vous serez connu sur le serveur et que vos compétences seront recherchées par beaucoup de joueurs. Les guildes, qui seront capables d'attirer plusieurs maîtres, auront un avantage conséquent dans l'exploration, le PvE ou le PvP grâce à de l'équipement unique aux navires, aux engins de siège et aux potions créées par les membres. Vous l'avez compris, le social est vraiment mis en avant dans ce jeu pour progresser sur tous les plans. Il sera impossible de solo les donjons, des world boss, des sièges de nodes ou même solo toute une chaîne de production de la récolte jusqu'au craft. Pour Steven Sharif, c'est ce qu'il manque de plus en plus dans les MMORPG récents où il y a trop de contenu qui se fait solo. Pour les amateurs de roleplay, vous allez être ravis car en plus de tout ce que j'ai déjà présenté jusqu'à maintenant, donc devenir citoyen, voire maire d'une ville, créer une identité avec votre métier, explorer le monde comme bon vous semble, devenir mercenaire pour les caravanes, etc., vous pourrez aussi vous marier et avoir une famille. Il y aura beaucoup d'émotes, des interactions avec le décor comme s'appuyer sur un mur, s'asseoir sur un banc, danser avec d'autres joueurs, jouer au dé avec d'autres joueurs dans des tavernes. Vous pouvez aussi rejoindre des associations dans le jeu comme la Guilde des voleurs qui permettent de débloquer des quêtes exclusives. Vous pourrez aussi acquérir des maisons qui peuvent être de simples appartements instanciés d'une node qui atteint au moins le statut village, ou alors carrément des propriétés privées limitées à une par compte, que vous pouvez customiser comme bon vous semble et ajouter des ateliers de craft. Bien évidemment, si les nodes se font détruire lors d'un siège, vous perdrez ces propriétés. Donc, vous avez vraiment envie de participer à la défense de ces sièges. Ça peut être. Alors, je sais pas qu'est-ce qui se passe quand tu perds ta propriété et tout, mais c'est vrai que si tu as passé beaucoup de temps, tu vois, sur ta propriété, que ça te demande beaucoup d'investissement pour tout faire, etc., et que tout est détruit, que tu peux pas récupérer tel que c'était, ça peut être une raison de quitter le jeu, en fait, hein. C'est un peu risqué aussi de donner quelque chose et de le reprendre comme ça quand tu as investi beaucoup de temps dans le jeu. Ça me rappelle un petit peu le griffe sur Minecraft, par exemple, quand il y en a, ils ont fait des villes, ils ont passé un temps monstrueux, et puis là, tu as un mec qui arrive sur le serveur avec un glitch et qui va ruiner ton truc, il n'y a pas de sauvegarde, et du coup, bah, le mec, il arrête, en fait, hein, il arrête, il va jouer à autre chose. Et ça, je l'ai vu très, 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 très souvent, parce que j'avais joué pas mal à Minecraft il y a quelques années, et ça me fait un petit peu penser à ça, en fait. En plus de l'aspect cosmétique grâce à la boutique, vous voyez qu'il y a tout le potentiel pour créer un personnage unique avec une histoire unique. Bon, si vous aviez regardé la vidéo jusqu'ici, alors vous avez déjà vu tout le potentiel d'Ashes of Creation. L'ambition de créer un MMORPG par des passionnés pour des passionnés est grande, mais ce n'est pas tout. La raison pour laquelle Ashes of Creation m'a tant attiré vient de l'équipe de développement, sa transparence vis-à-vis de la communauté mais aussi sa vision long terme. Le jeu est complet et facile à prendre en main mais difficile à maîtriser. Depuis le début, les développeurs ont designé le jeu pour qu'il plaise à tout type de joueurs. Les hardcore players sur le PvE ou PvP, les joueurs qui aiment juste avancer les métiers, les joueurs occasionnels qui ne veulent pas se prendre la tête mais qui veulent tout de même avoir un impact sur le jeu grâce au système de nodes, les joueurs qui sont là pour le roleplay. Ils ont pensé à tout le monde et cherchent vraiment à créer un MMORPG qui jouerait tous les jours.
Le jeu sera traduit en français à sa sortie et il y aura des serveurs en Europe et je pense sincèrement que si le jeu atteint ses ambitions, alors ce MMORPG deviendra la référence dans le milieu et c'est pour cette raison que ce jeu m'attire beaucoup plus que New World, même si ce dernier sort très bientôt après les multiples reports. Clairement, elle est super sa vidéo, donc merci beaucoup à Frostbite en tout cas, c'était vraiment bon travail. Et ça nous donne un bon point de vue je trouve sur le jeu de manière globale, donc n'hésitez pas à le suivre sur sa chaîne, c'est Frostbite RPG, abonnez-vous, hop, voilà, je le fais moi-même à sa chaîne. Clairement je suis assez d'accord avec lui déjà par rapport à New World, je pense que ce jeu-là a l'air d'avoir beaucoup plus de potentiel, en tout cas j'ai l'impression qu'il a l'air beaucoup plus large, beaucoup plus développé et il y a pas mal de choses qui ont l'air plus intéressantes. La différence avec New World, je vais quand même prendre des pincettes par rapport à ça, c'est que New World, on l'a déjà vraiment testé, il y a eu beaucoup plus de gens qui sont allés dessus, on a eu plusieurs bêtas, sur un stade tout simplement plus avancé, et on est plus dans le concret. C'est vrai qu'Ashes of Creation, pour l'instant on est beaucoup sur la spéculation, on n'a pas pu vraiment, moi j'ai pas pu tester le jeu par moi-même, il y a beaucoup de choses qui ont l'air hyper intéressantes, ne serait-ce que le nombre de classes, de compétences qu'on peut avoir, et le gameplay a l'air plus abouti et plus intéressant, et puis en tout cas plus en phase avec ce que moi j'attends dans un MMORPG. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un MMO qui me donne envie de tester, c'est un MMO qui me donne envie de faire le tour et de faire une classe dessus et d'essayer de lui donner sa chance. En tout cas, ça a l'air à ce niveau-là très très sympa. Voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format vous aura intéressé. Dites-le moi en commentaire. Si j'arrive à avoir des accès au jeu, je ferai sûrement des tests dessus entre quelques vidéos ou au classique, mais comme vous avez vu, c'est pas pour tout de suite. Sur ce, salut à tous, salut les guildes et à bientôt. Ciao.